Salut les pleutres! Avant tout, je dois dire que je n'ai pas eu le temps de voir tous les films qui m'intéressaient cette année, donc il y a quelques fondamentaux qui manquent à cette liste. Ensuite, je ne vais pas vous faire la leçon sur la subjectivité et les commentaires rageux, car quoi que je dise, il y aura des insultes à n'importe quoi. Bref, ceci est une liste des 57 films sortis en 2016 que j'ai vus, en commençant par le moins bon pour monter jusqu'au top 10. Si j'en ai déjà fait une vidéo, il y aura un lien en bas à gauche de l'écran ainsi que dans la description. La plupart des films dont j'ai déjà parlé vont être vite fait survolés, et je passerai un petit peu plus de temps sur ceux qui m'ont le plus marqué, et bien sûr sur ceux que je n'ai pas encore critiqués du tout. Dans la mesure du possible, bon il y a 57 films, je vais pas passer 3 heures sur chacun. Démarrons donc sans tarder par le pire du pire, le numéro 57. Night of the Living Dead par Kyle Rankin. Une entre guillemets comédie de zombies où Deb profite de l'apocalypse pour draguer son crush masculin. Une profonde rage monte en moi car ça faisait longtemps qu'un film ne m'avait plus autant énervé. C'est non seulement la plus mauvaise comédie de zombies que j'ai jamais vue, mais tout simplement l'un des pires films que j'ai vu de toute ma vie. Et ça tient en un mot, personnage. Les personnages sont détestables et j'avais juste envie de les voir se faire bouffer. Le film est mal fait dans tous les sens du terme et c'est véritablement l'antithèse de Shaun of the Dead. Ninja the Monster de Ken Oshii, une histoire de ninja qui doit protéger une princesse qui traverse une forêt étrange. Ennui. Ce film était ennuyeux, il y avait quelques bonnes idées, mais ni le réalisateur ni les acteurs n'avaient le talent ou le budget pour les mettre en place. Gods of Egypt de Alex Proyas, une aventure purement hollywoodienne qui joue avec les mythes égyptiens. Un bon gros nanar à gros budget. Il faut reconnaître que c'est un film qui ne se prend pas trop au sérieux, donc les erreurs sont plus ou moins assumées, mais c'était quand même bien stupide. Il y a quelques bons moments et la plupart des effets spéciaux se tiennent, mais quand ils sont mal faits, c'est ridiculement grandiose. Bref, il ne rentrera pas dans l'histoire. Ghostbusters 2016 de Paul Feig, le reboot du film du même nom avec un cast central féminin. Ça n'est pas un secret, je n'ai pas du tout aimé ce film malgré certaines qualités, dont les actrices qui faisaient un bon travail. Mais l'humour du film n'a marché pour moi que très rarement et les caméos et les clins d'œil étaient purement douloureux. Je trouve donc que c'est un mauvais film, mais je dois avouer que sa place aussi bas dans ce top vient beaucoup du fait que ce soit un mauvais remake d'un de mes films préférés. Merde quoi. The Conjuring 2 de James Wan. Le couple Warren enquête à nouveau sur un événement paranormal, mais cette fois ils vont jusqu'en Angleterre. Autant j'avais beaucoup aimé le premier pour ses scènes fortes, autant je trouve que cette suite est très forcée et moins crédible. Il nous envoie plein de fantômes à la figure avec aucune subtilité et détruit très vite sa propre ambiance. Ce qui est tout ce qui compte dans un film de fantômes. En plus, il y a pas mal d'attaques contre les athées et sceptiques que je ne trouvais pas nécessaires. Oui, je sais que dans le film, certains il y a des fantômes, mais certains commentaires sortent un petit peu du cadre du film. Cependant, je reconnais que James Wan fait à nouveau un bon travail au niveau des cadrages et que pour une fois on a affaire à un fantôme qui n'est pas timide, ce qui nous change des autres films du genre. Suicide Squad de David Ayer. Il y a certains noms de réalisateurs que je vais mal prononcer, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand les méchants de DC Comics doivent sauver le monde au péril de leur vie. Déjà, ce film est monté comme un clip musical, pas comme un film. Ensuite, utiliser d'excellents classiques du rock en bande-son est cool, mais il y a un rythme à leur donner et il faut apprendre à ne pas en abuser. Aussi, le méchant est mal introduit et a pas mal de scènes sorties nulle part. Cela dit, j'avoue, au moins c'est un méchant plus original que ceux qu'on voit chez Marvel. Jared Leto est un bon acteur, mais en tout cas dans ce film, il ne donne rien d'intéressant au Joker. Sa voix ne marche tout simplement pas et il manque d'énergie. Heureusement, Will Smith en Deadshot et Margot Robbie en Harley Quinn rattrapent un peu le film. Enfin, surtout parce que ce sont les seuls personnages avec un minimum de profondeur. Mais globalement, le film est très inconsistant et je le trouve mal écrit et mal monté. Aussi, comment tout le monde sort indemne des nombreux crashs d'hélicoptères? Franchement. Maintenant, beaucoup de films du milieu de la liste ont déjà été critiqués dans ma vidéo post-bif, donc pour gagner un peu de temps, je vais résumer très fort mon avis. Allez voir la vidéo correspondante pour avoir une description plus précise de ces films. The Virgin Psychic de Sion Sono, une histoire de puceau avec des super pouvoirs. C'est une comédie potache très en dessous de la ceinture, mais le pur délire assumé l'empêche d'être plus bas dans la liste. The Laundryman de Shang Li, quand un tueur à gages est poursuivi par les fantômes de ses victimes. C'est un film taïwanais moyen dans tous les domaines. Il n'est tout simplement pas très intéressant, sans pour autant être mauvais. Tag de Sion Sono, lui aussi. Quand un bus scolaire est attaqué par le vent, Mitsuko est la seule survivante et passe d'un monde parallèle à l'autre en essayant de comprendre ce qui lui arrive. Attention que la bande-annonce vend très mal ce film. C'est un gros trip qui aborde de façon particulière notre notion de réalité et la place de la femme dans la société japonaise. Je dois dire que je l'apprécie maintenant plus avec un peu plus de recul.
Le livre de la jungle de Jon Favreau, le remake du dessin animé de notre enfance. J'aurais aimé dire que c'est une réadaptation du livre, mais hélas, il y a bien trop de clins d'œil au film d'animation de 67 pour qu'on puisse vraiment s'en détacher. Et c'est là le plus gros problème de ce film, ce qu'il fait d'original, il le fait bien. Il y a une ambiance sombre et des morceaux d'histoire qui ont été ajoutés, mais il y a aussi des moments humoristiques et des chansons, or les deux ne se mélangent pas bien du tout. Je pense par exemple à la scène du roi Louis qui instaure une ambiance oppressante, et tout d'un coup, Christopher Walken se met à chanter et ça casse tout. Il y a d'autres moments mal gérés, comme la mort d'Akela, et n'oublions pas que l'acteur principal ne joue pas très bien. Dommage franchement. Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton. Jake découvre que les histoires fantastiques de son grand-père sont vraies et rencontre les orphelins au pouvoir étrange dont il avait entendu parler. Mou. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit pour critiquer ce film, il est mou. Presque tous les acteurs sous-jouent, sauf Samuel Jackson qui surjoue à mort. Le film nous balance concept étrange sur concept étrange et on n'a jamais le temps de s'accrocher à quoi que ce soit. Et j'ai simplement trouvé que le film n'arrivait pas à nous emmener dans son univers. Il a ses bons moments, comme la scène des squelettes qui fait un hommage à Ray Harryhausen, et je reconnais qu'il est meilleur que la plupart des Tim Burton récents, mais le tout est juste oubliable. Warcraft par Duncan Jones, l'adaptation à l'écran de la première guerre entre les orques et les humains dans le monde du jeu vidéo Warcraft. Une belle déception. Déjà, si c'est pour avoir autant de personnages et de décors en image synthèse, et surtout si c'est pour leur donner un air aussi cartoon, pourquoi ne pas avoir fait un film entièrement en animation? Car là, les acteurs réels ne se mangent pas bien avec les personnages en performance capture, et ils sont tellement propres qu'on dirait moins qu'ils font partie d'un monde fantastique et plus qu'ils font du cosplay. De manière générale, ce film est très maladroit avec son univers, car celui-ci est très mal introduit pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Pareil pour les personnages qui sont juste archétypes. Enfin, je n'ai pas compris ce qu'ils essayaient de faire avec le langage orc. Quand ils sont entre eux, ils parlent anglais, puis quand ils sont avec les humains, ils parlent orc, ou parfois anglais, ou parfois un peu des deux. Malgré tout, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un mauvais film. Certains effets et designs sont cool, et j'ai surtout été impressionné par les combats. Ceux-ci sont très clairs et lisibles, ce qui n'est pas évident quand on mélange les acteurs avec des créations en CGI. Moralité, le film avait des scènes cool, mais globalement, c'est assez bordélique. La Valija de Benavidez de Laura Casabe, un film surréaliste argentin sur le labyrinthe intérieur de Benavidez. Voilà un film original qui n'a malheureusement pas les épaules pour vraiment porter son message. Malgré tout, il reste assez intéressant. Photographe de Waldemar Christek. Et c'est probablement pas comme ça que ça se prononce. Un thriller polonais sur un tueur aux voix multiples qui aborde les problèmes de l'Europe de l'Est avant et après la chute du mur de Berlin. L'enquête est bien rendue et le film a quelques moments forts, mais je l'ai trouvé un peu confus et peu engageant. Bloodsucking Bastard de Brian James O'Connell. Ce n'est pas tous les jours drôle d'aller au bureau, mais quand en plus il s'y déroule un massacre perpétré par des vampires, on a vraiment envie de rester au lit. C'est une comédie sympathique, un peu lente mais avec une bonne ambiance de déconne. 31 ou 31 si vous voulez de Rob Zombie, quand un groupe de voyageurs se fait enlever par des clowns psychopathes dans les années 70. Ce film réunit toutes les qualités et tous les défauts de Rob Zombie. Il est très beau, a une bonne ambiance, mais est décousu et n'a pas beaucoup de sens. Malgré mes petites critiques, je dois dire que c'est un film qui m'a quand même pas mal marqué. Batman v Superman, l'aube de la justice par Zack Snyder. Le démarrage des Avengers version DC, si je puis dire. Encore un film très soigné visuellement et qui essaye de faire plus que la plupart des histoires de super-héros sur le marché. Cependant, je trouve que tout le scénario est très forcé et que le ton trop sérieux donné au film DC ne marche pas très bien. Je critique, mais en soi, j'ai trouvé que c'était un assez bon film. La Tortue Rouge de Michael Dudok DeWitt. L'histoire d'un homme coincé sur une île déserte à cause d'une tortue qui refuse de laisser partir. Voilà un film d'animation franco-belgo-japonais très beau et très poétique qui a été coproduit par les studios Ghibli. L'histoire est mignonne, sans plus, mais le style visuel est très particulier et se démarque complètement de ces films d'animation qui essaient tous de ressembler à du Pixar. Ici, on a un style très ergé, qui est très agréable et qui complimente cet univers épuré. Maintenant, ça n'est pas évident de faire un film sans parole pendant 80 minutes et je dois dire qu'il a ses longueurs, mais globalement, je l'ai beaucoup aimé. ABCs of Super Heroes de Jens Holzheuer et Olivier Tidgen. Il y a certains noms où je vais vraiment pas y arriver. Voici 26 courtes histoires de super-héros complètement barrées. C'est un film avec un budget ridicule qui part dans le délire absolu et qui n'a peur de rien. On dirait un projet entre copains qui a été porté à l'écran par accident et j'ai apprécié chaque seconde. Bon, enfin presque, faut pas exagérer non plus. La légende de Bahubali, première partie de S.S. Rajamouli, le méga giga blockbuster bollywoodien, j'ai bien dit bollywoodien, qui part dans l'épicness décomplexée. Dans ce film, on hérite de tous les clichés les plus ridicules du cinéma indien, et ça peut m'agacer par moments, mais en même temps j'ai adoré les moments stupidement héroïques, et ça fait quand même du bien par où ça passe.
Tattooist de Seo Lee, un thriller très glauque qui tourne autour d'un assassin violeur et de sa tatoueuse. Une histoire de vengeance comme les Coréens savent si bien les écrire. Malgré tout, le film a pas mal de longueur et il n'arrive pas à la cheville des meilleures productions du genre. High Rise de Ben Wheatley, une satire sociale anglaise où toute la société moderne est condensée à l'échelle d'un immeuble. C'est un film très particulier et où il est très difficile de prendre quoi que ce soit au premier degré, il faut en permanence lire entre les lignes et ça peut être une gymnastique mentale peu agréable pour pas mal de gens. Il est quand même assez unique et présente quelques moments forts, le tout avec d'excellents acteurs. J'ai beaucoup apprécié cette représentation de la chute de la civilisation appliquée à un simple bâtiment, mais je dois dire que c'est le genre de film que je me regarderai pas en boucle non plus. The Piper par Kim Kwan-tae. Un flûtiste essaye de régler les problèmes de rats d'un village coréen mais se retrouve confronté à la paranoïa des habitants. C'est une adaptation inattendue et originale d'un conte classique et j'ai trouvé les personnages très attachants et le tout tient bien la route même s'il n'y a pas de grosses surprises. Yakuza Apocalypse de Takeshi Miike, une comédie complètement aberrante avec des yakuza vampires et d'autres trucs encore bien plus bizarres. Ce film n'a absolument ni queue ni tête, mais arrive à rester amusant du début à la fin. Je vous préviens, il y a quand même un taux d'alcool minimum à avoir dans le sang pour le regarder dans les bonnes conditions. Truman de Seth Gay. Un homme va retrouver son ami mourant pour essayer de le convaincre de continuer son traitement, mais ce dernier ne pense qu'à ce qui va arriver à son chien après sa mort. C'est un drame espagnol qui évite les erreurs de base de ce genre. Il n'est pas voyeuriste ou ridiculement mélodramatique, il est juste touchant et présente même un peu d'humour aigre-doux. Il n'y a pas de scénario au-delà du pitch de base, mais le film marche très bien et nous pousse à réfléchir à ce qu'on ferait dans les mêmes circonstances. Men and Chicken de Anders Thomas Jensen. Une comédie danoise bête et méchante où nos deux héros cherchent la vérité sur leur famille. Si vous rêvez de voir Mads Mikkelsen en masturbateur chronique stupide et violent qui apprend que son père faisait des expériences génétiques sur des poulets, ce film est pour vous. Voilà. Hardcore Henry de Ilya Naishuller, un film d'action inspiré par les jeux vidéo où tout se passe du point de vue du personnage principal. Le scénario de ce film est digne des shooters les plus stupides et il fait un peu mal à la tête, mais je dois avouer qu'il est vraiment original et que certaines scènes d'action sont purement épiques. Absolutely Anything de Terry Jones. Des extraterrestres décident de donner le pouvoir de tout réaliser à un homme choisi au hasard pour tester l'humanité. Une comédie qui fait du bien, elle n'est pas très maligne et a beaucoup de blagues faciles sous la ceinture, mais le duo Simon Pegg-Robin Williams marche bien, et c'est un film qui m'a quand même bien fait rire. Southbound de Roxanne Benjamin et David Bruckner et Patrick Horvath et Radio Silence. Ben oui, c'est une anthologie, donc il y a plein de réalisateurs, une anthologie qui présente plusieurs histoires glauques de personnages perdus dans le désert. Je suis un peu déçu, car ce film avait le potentiel de faire bien mieux. En effet, l'ambiance est excellente et l'enchaînement des différentes histoires donne très bien. Malheureusement, le scénario nous laisse un peu sur notre faim, mais il y a quand même de quoi faire plaisir aux fans d'anthologie d'horreur. Patchwork de Tyler McIntyre. Une comédie d'horreur où trois filles sont tuées et recousues en un seul corps, tel un monstre Frankenstein. J'adore les comédies d'horreur, mais il y en a assez peu de bonnes. Donc j'étais très content de voir ce film qui est bien rythmé et qui compense son faible budget par de très bonnes idées de réalisation. Je le conseille. Yoga Hauser de Kevin Smith. La suite de Tusk où des employés se retrouvent confrontés à des saucisses nazies sataniques. Les fans de Kevin Smith n'ont pas aimé ce film, mais personnellement, même si c'est pas l'un de ses meilleurs films, il m'a quand même bien fait rire et les dialogues sont toujours truculents. Et puis je trouve que c'est une bonne représentation de la génération smartphone. The Shamer de Kenneth Keynes, le Game of Thrones familial danois avec une sorcière capable de voir vos pires hontes. C'est le genre de production fantastique qu'on voit peu en Europe, et ça fait du bien quand ça arrive. Même si le film est très classique dans tous les domaines, il est techniquement bien fait et je serais intéressé de voir une suite à cette histoire. Ave César de Ethan et Joel Cohen. À l'âge d'or du cinéma hollywoodien, nous sommes plongés dans les nombreux soucis du producteur Eddie Mannix. Le plus gros étant que sa vedette star, jouée par George Clooney, a été enlevée par des communistes. Les frères Cohen ont plusieurs styles de films très marqués, et ici nous avons une comédie proche d'un Big Lebowski. Et The Big Lebowski étant mon film préféré, j'avais de hautes attentes qui n'ont pas vraiment été comblées. Le rythme est un peu bancal à cause du nombre très important de personnages, et leurs histoires individuelles ont souvent une conclusion un peu expéditive. Je trouve que c'est un film dont les morceaux pris à part sont plus intéressants que son intégralité, car il a quand même d'excellentes scènes et tous les acteurs sont très drôles, mais le tout ne colle pas très bien ensemble. Au final, c'est un bon film qui voit grand, mais il aurait pu être mieux. Captain America Civil War de Anthony et Joe Russo. Le Avengers 2.5 avec l'introduction de plein de nouveaux super-héros. Je l'ai trouvé très sympathique et il y a même un bon twist scénaristique. Aussi, le fait de suivre des personnages qu'on connaît facilite notre implication dans les événements. Mais ça reste quand même un peu toujours la même chose, non ?
10 Cloverfield Lane de Dan Trachtenberg. Une jeune fille se fait enlever par un paranoïaque qui la retient dans un bunker en lui disant qu'une épidémie a contaminé le monde extérieur. Déjà, j'adore John Goodman, et on le retrouve ici dans un rôle complètement différent de ses comédies habituelles. Ensuite, le suspense est très bon et on se questionne sur les personnages tout le long de l'histoire. C'est un huis clos de bonne qualité qui réserve pas mal de surprises et qui vous fait vous demander jusqu'où vous seriez prêt à aller pour survivre. Seoul Station de Sang Ho-yeon. Quand une invasion d'infectés se répand dans la capitale coréenne, un groupe d'habitants essaye de survivre tant bien que mal. Seoul Station est très bien écrit et a quelques grandes scènes bien stressantes. C'est juste dommage qu'à côté de ça, l'animation soit aussi rigide et peu inspirée. Ah, si seulement il y avait une version live de ce film, ça aurait pu être parfait. Attack of the Lederhosen Zombies de Dominique Arlt. Une comédie de zombies autrichienne avec de la neige très artificielle qui ramène les morts à la vie. Les comédies de zombies sont à la mode et il y en a peu de vraiment bonnes. Je te regarde Night of the Living Dead. Mais celle-ci arrive avec son lot d'idées originales et quelques super scènes humoristiquement gore. Bref, il vaut vraiment le coup. Deadpool de Tim Miller, l'histoire d'un super-héros pas très héroïque qui adore défoncer le 4ème mur. Il m'a fait rire, il m'a fait beaucoup rire. Deadpool a quelques gros défauts difficiles à manquer, mais à côté de ça, il est bien rythmé et Ryan Reynolds a vraiment tout donné dans le personnage. Mais j'avoue, l'humour ne vole pas bien haut non plus. Vétéran de Seung-Wan Ryo, un film policier coréen avec beaucoup d'humour et une petite vibe années 80. Malgré un deuxième acte assez lent, ce film est très drôle et a d'excellentes scènes d'action qui font penser à quelques grands noms du cinéma asiatique, comme Jackie Chan. Oui, je sous-entendais Jackie Chan bien sûr. El Cadaver de Anafris de Hector Hernandez Vincenz, un thriller claustrophobe et très glauque sur la nécrophilie. Ce film est étrangement prenant et bien écrit, les personnages sont très crédibles et il faut avouer que le concept de base est pour le moins original. Bref, donnez-lui sa chance. Intruders de Adam Schindler, un film de Home Invasion qui essaye d'inverser les codes du genre. C'est un huis clos très intéressant et très bien écrit qui ose quelques nouveautés bien rafraîchissantes. Il a une bonne ambiance, est bien joué et est globalement une bonne surprise. Le garçon et la bête de Mamoru Hosoda. L'histoire d'un jeune rebelle qui tombe par hasard dans le royaume des bêtes et qui se retrouve impliqué dans la rivalité entre les deux plus grands guerriers de ce pays. J'adore Mamoru Hosoda et j'ai plus apprécié ce film que Les Enfants Loups, même si Summer Wars n'est quand même pas prêt de perdre sa première place dans mon cœur. Le garçon et la bête présente une histoire simple vue de loin mais subtile et poétique quand on y regarde de plus près. Il est plein d'analogies au passage à l'âge adulte et a juste quelque chose d'envoûtant. Aussi la dynamique entre les personnages est très intéressante, l'animation est magnifique et il y a un beau message derrière tout ça. Simplement, quelques éléments du scénario sur la fin ne m'ont pas plu et empêchent ce film d'être plus haut dans la liste. Les Oui Salopards de Quentin Tarantino. Une bande de hors-la-loi et d'hommes de loi se retrouve coincés dans une cabane en plein blizzard et il en découle une ambiance de paranoïa. Potentiellement le tout dernier Tarantino, même si je pense que c'est plus un coup de pub. Je l'ai trouvé long par moments, mais la brochette d'acteurs présents fait du très bon boulot et nous implique dans ce huis clos intense et très bien écrit. Anacleto, Argente Secreto, ou de son titre international Spy Time de Javier Ruiz Caldera. Une parodie de James Bond dans le pur humour espagnol. C'est vraiment l'un des films qui m'a fait le plus rire cette année. Il fourmille d'idées et mérite vraiment que vous lui donniez sa chance. En plus, pour simplifier les choses, il est disponible sur Netflix. Deathgasm de Jason Leigh Howden. Une comédie d'horreur où des métalleux invoquent malencontreusement les forces de l'enfer dans leur petite ville. Ce film a une ambiance à la Evil Dead 2 qui fait vraiment plaisir. Il est bourré de références bien placées pour ceux qui aiment le métal et on a droit à pas mal de moments drôlistiquement gore comme j'en ai plus vu depuis longtemps. Howl de Paul Yet, un film d'horreur anglais avec un train qui est attaqué par des loups-garous. C'est un scénario plutôt classique mais qui est très bien maîtrisé. Et puis vous connaissez mon amour inconditionnel pour les films de loups-garous. Les créatures présentées ont une apparence assez unique, il y a quelques scènes chocs efficaces et les maquillages sont très impressionnants. Bref, je le conseille. The Boy de William Brent Bell. Quand une nounou doit garder une poupée maudite seule dans une grande maison, ça promet quelques frayeurs. C'est l'un des meilleurs films d'angoisse que j'ai vu ces dernières années. L'ambiance est bonne, mais par-dessus tout, il est très bien écrit et fourmille d'idées originales. C'est un film qui fait honnêtement peur et qui a plus de mérite que certains films de fantômes que je trouve un peu trop faciles. Voilà donc une histoire bien glauque, comme on les aime, à regarder dans le noir. Et on arrive maintenant au top 10 de la liste. Numéro 10, Zootopie de Byron Howard et Rich Moore. Une lapine décide de devenir officier de police dans Zootopie, la ville géante réunissant toutes sortes de mammifères. Que du bonheur. Avant tout, je trouve que ce film a un très beau message d'ouverture sur le monde. On retrouve beaucoup ce message pour le moment, mais c'est un des films qui le gère le mieux. Ensuite, l'animation est vraiment belle, avec une mention particulière pour la texture des poils qui donne envie de caresser tous les animaux. Enfin, l'univers est très imaginatif. En général, quand on voit ce genre d'animaux anthropomorphiques, ils ont
tous plus ou moins la même taille et la même silhouette. Mais ici les animaux restent animaux et ça donne des villes dans la ville avec des échelles différentes. Ça permet quelques très chouettes gags visuels et un univers assez crédible. Donc globalement le film est très amusant et plaira à tous les âges. Numéro 9, Premier contact de Denis Villeneuve. Une experte en linguistique fait partie d'une équipe qui a la lourde tâche de communiquer avec l'un des vaisseaux extraterrestres qui a débarqué sur Terre. Quand on pense arrivée d'extraterrestres, on pense surtout à des films pleins d'explosions et de messages patriotiques genre Independence Day. Mais l'ambiance instaurée dans Premier contact est assez unique. Il n'y a pas vraiment de conflit avec les aliens, le véritable ennemi est l'humanité elle-même. Ceux avec qui on a le plus de mal à communiquer sont les autres humains qui étudient le même phénomène. Ce film parle en profondeur des difficultés de communiquer et de comprendre l'autre à travers sa langue et sa culture. Un message très important en ces temps troublés. Et tout le film a une ambiance mélancolique qui marche très bien, je dirais qu'il a une sorte de simplicité forte. Les acteurs arrivent aussi très bien à transmettre beaucoup avec peu de dialogue. Bon, le film est lent, mais il n'est pas ennuyeux pour un sou, bref j'ai beaucoup aimé, et je préfère ne pas en dire plus pour ne pas vous gâcher ce Premier contact. Numéro 8, Kubo et l'armure magique de Travis Knight. Dans un monde fantastique inspiré du folklore japonais, Kubo doit partir à la recherche de l'armure magique pour vaincre la lune et ses sbires. L'histoire est plutôt classique et prévisible, mais les personnages sont très amusants à suivre et le tout est suffisamment engageant pour garder notre attention jusqu'à la fin. Les dialogues sont drôles, les doubleurs font un très bon travail et scénaristiquement ça tient la route, même s'il n'y a rien de jamais vu. Mais c'est principalement la perfection du stop motion qui donne toute son originalité au film. Le travail accompli est proprement magnifique et ça vaut vraiment le coup de voir quelques vidéos making-of. En fait, le stop motion est tellement parfait que je me demande presque si ça vaut le coup, car on peut difficilement différencier cette animation d'un film en image synthèse. Donc, respect, c'est très cool pour ceux qui vont voir le making-of, mais je crois que la plupart des gens vont passer à côté de la performance technique accomplie par les studios Leica. Et en parlant de performance technique, numéro 7, The Revenant de Alejandro Iñárritu. Une histoire de vengeance brutale au début du 19e siècle dans une Amérique sale et dangereuse. J'ai mes problèmes avec ce film, entre autres les animaux en image synthèse qui brisent un peu le concret de cet univers, mais je dois reconnaître qu'il m'a bien marqué. Je ne l'ai vu qu'une fois en début d'année et je me souviens encore de presque tout. Il était tellement beau, avec des acteurs qui ont tout donné, et quand il est violent, il ne fait pas les choses à moitié. Oui, il y a un côté contemplatif, mais beaucoup de choses sont très bien expliquées sans le moindre dialogue. Moralité, ça n'est pas un film léger à regarder en famille, mais je le conseille à tous les cinéphiles. Numéro 6, Doctor Strange de Scott Derrickson. Quand Benedict Cumberbatch rejoint l'univers cinématographique Marvel en interprétant le premier vrai magicien de celui-ci. À nouveau, j'ai des soucis avec la formule classique utilisée encore et encore dans ces films, mais quand le tout est soutenu par de bons acteurs et par des éléments nouveaux et rafraîchissants dans cet univers, ça marche. Et grâce aux visuels psychédéliques et aux scènes de combat ingénieuses, on a là un excellent film de super-héros que j'ai énormément apprécié. Numéro 5, Mi Gran Noche de Alex de la Iglesia. Une comédie acerbe sur l'enregistrement d'une émission de TV qui dérape dans tous les sens. Je mets ce film en parallèle avec Ave César, car les deux ont beaucoup de personnages, mais le film de la Iglesia arrive bien mieux à jongler avec les siens. C'est encore une excellente comédie espagnole avec des dialogues qui me donnent envie d'apprendre la langue pour savoir ce que je perds dans les sous-titres. On a ici une belle satire du milieu télévisuel et du star system avec de bons acteurs, un très bon rythme et une fin qui voit grand. Bref, c'est du tout bon. Numéro 4, Rogue One, A Star Wars Story de Gareth Edwards. L'histoire des rebelles qui ont volé les plans de l'Étoile de la Mort. Avant tout, je sais, ce film a ses gros défauts. Un problème de rythme, des personnages fades, etc. Mais à côté de ça, il est juste magnifique visuellement, la bataille finale est démente et l'histoire respecte bien l'univers. Les défauts évidents l'empêchent de se retrouver en première place, mais c'est quand même un film Star Wars et rien que d'en parler, j'ai envie de le revoir. C'est donc du bon boulot de la part de l'équipe Disney, franchement. Numéro 3, Green Room de Jérémy Saulnier. Une bande de punks sont les témoins d'un meurtre dans une boîte de skinhead. Ils s'isolent alors dans une pièce pour essayer de survivre à la nuit. Quel film rafraîchissant. Sous des dehors simples, le script arrive à jouer avec les spectateurs pour nous amener de surprise en surprise. La façon dont il est réalisé et monté rend toute l'action très réaliste et extrêmement intense. Ajoutez à ça d'excellents acteurs, dont un Patrick Stewart monstrueusement intimidant, et vous avez là un petit chef-d'œuvre que je vous conseille plus que vivement. Numéro 2, Captain Fantastic de Matt Ross. Une famille comptant 6 enfants et vivant en totale autarcie doit se confronter à la société pour assister à l'enterrement de leur mère. Ce film a bien failli arriver en première place. Le cinéma est un art, et le but premier de l'art est de vous chambouler dans votre fort intérieur, de changer votre vision du monde. Or, même si le scénario de Captain Fantastic est relativement simple, il retourne la société et nous la montre vue de l'intérieur, et c'est pas beau à voir. Là où le film est encore plus fort, c'est qu'il ne se contente pas de nous donner sa propre vision, il
il nous pousse à réfléchir et à nous remettre en cause. Viggo Mortensen est très crédible dans son rôle et tous les enfants qui l'accompagnent jouent étonnamment bien. Au final, que l'on aime ou qu'on n'aime pas ce film, ça n'a pas d'importance. Je pense que tout le monde devrait l'avoir vu car il y a de toute façon quelque chose de positif à en tirer. Et enfin, le numéro 1 est Dernier train pour Busan de Sang Ho-yeon. La suite live de Seoul Station, et ouais, waouh! Je crois que c'est mon premier 5 étoiles sur 5 depuis que je fais mes tops sous ce format, et ça fait longtemps que je n'avais plus vu un film d'horreur qui m'avait donné autant d'émotions. Un trader coréen et sa fille prennent un train en direction de Busan, ça vous auriez pu le deviner tout seul. Mais c'est à ce moment précis qu'une contamination qui transforme les gens en infectés, enragés se déclare, et une personne contaminée a le temps de monter dans le train. Les bons films d'horreur vous font passer un bon moment. Les grands films d'horreur se permettent aussi de poser un regard pertinent sur la société. Or, ce film est grandiose dans tous les domaines, mis à part quelques effets spéciaux très visibles une fois de temps en temps. Mais la façon dont il parle de survie, de classe sociale et surtout d'une certaine désensibilisation de la société est géniale. Ce ne sont pas des thèmes jamais vus, mais je ne sais pas si je les ai déjà vus aussi bien abordés à l'écran en à peine 2 heures. L'écriture des personnages et l'évolution de ceux-ci est parfaite. Il n'y a pas une seconde de perdu dans ce film et je suis resté bouche bée devant du début à la fin. J'ai même versé une petite larme à la fin. C'est donc une vraie merveille qu'il faut absolument avoir vu au moins une fois. Et voilà qui conclut ce top. Film coréen, film espagnol, film d'horreur, film de super-héros, film avec Mads Mikkelsen. Sérieusement, il était dans 3 ou 4 films de la liste, je pense avoir pu vous partager pas mal de productions originales. Mais je suis conscient d'avoir manqué certains titres importants. Laissez-moi donc un commentaire pour me dire ceux que je dois absolument voir. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu au passage. Maintenant, si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle présente d'autres, et si vous voulez en savoir plus sur les films que je n'ai fait que survoler, cliquez sur les liens correspondants dans la description. Joyeuse année en retard à tout le monde, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye 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 bye.